Lan Dao, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc je m'appelle Lynn Lan, je suis journaliste à France Info, qui est la chaîne d'infos en continu de France Télévisions, et j'ai 32 ans. Mes deux parents sont d'origine vietnamienne. Très bien, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Alors en gros, j'ai fait Sciences Po Paris, j'ai fait l'école de journalisme de Sciences Po, et puis j'ai eu un apprentissage pour entrer à France 2. Donc j'ai commencé là, et puis j'ai été freelance pendant plusieurs années. Et j'ai participé au lancement de la chaîne France Info, où je travaille depuis maintenant 3 ans. Et qui marche très bien actuellement. Qui marche plutôt bien sur les réseaux sociaux. Voilà. Ok. Comment tu as découvert le métier de journaliste? Tout simplement, j'adorais lire quand j'étais petite. Il y avait une petite revue très très sympa qui s'appelle Astrapi. Et du coup, en CM2, je me suis dit, tiens, je vais faire un journal de l'école. Et j'ai trouvé ça trop trop cool de faire ça. Et puis, je me suis aperçue que j'aimais aussi bien écrire. Donc, c'est comme ça que je me suis dirigée vers le journalisme. Et puis, j'ai commencé avec un petit stage à Courrier International, au service Amérique latine. Ok. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées, justement, pendant ta carrière ou au sein de ton parcours, plutôt? Je dirais que ça n'a pas été facile. Je suis rentrée parce que j'étais lauréate de la bourse France Télévisions. C'est une bourse que tu as quand tes parents ils sont issus de la diversité, donc tu passes des tests, un entretien, et du coup, c'est comme ça que j'ai eu mon apprentissage. Et c'était pas facile parce que quand tu entres pour des critères de diversité, je pense que les gens, ils te voient comme moins légitime quand même. Enfin, que quand tu rentres par notre voie, par d'autres concours. Donc il a fallu que je me fasse ma place, mais bon, j'ai bossé dur et j'y suis arrivée. Ça n'a pas toujours été facile, hein. Par exemple, j'ai bossé pour une boîte qui m'a pas gardée, et c'était un peu triste, mais voilà. En fait, quand tu traverses un échec, tu déprimes sur le moment, mais tu te rends pas compte que c'est pour mieux rebondir après. Penses-tu qu'il y a assez de diversité dans les médias français? Je pense que ça manque quand même un peu de diversité dans les médias français, même s'il y a eu des personnes comme Harry Roselmack au JT du 20h de TF1. Ces personnes, bien que méritantes, ça reste des vitrines. Donc, par exemple, parmi les rédacteurs en chef ou la direction, je pense qu'il n'y a pas assez de personnes d'origine étrangère. Et je pense que ce soit dans les rédactions ou les directions, ça devrait représenter la société française. Donc il y a quand même un petit blocage au niveau des employeurs, même si moi j'ai été recrutée parce que j'étais quand même issue de la diversité, ça c'est vrai. Mais il faut aussi que de l'autre côté, les jeunes qui sont issus de banlieue ou de milieux modestes ne s'autocensurent pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils croient en eux, qu'ils se disent oui, journalisme, ça peut être un métier fait pour moi. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des initiatives comme la chance au concours pour encourager ces jeunes qui n'ont pas les codes et les faire entrer dans les écoles de journalisme. Et je trouve ça important aussi qu'il y ait des médias qui portent des voix un peu différentes, telles que l'Agence des quartiers ou bien le Bondi Blog par exemple, et qui montrent qu'il n'y a pas une seule façon de raconter l'actualité, un truc uniforme, quoi. Mais c'est en train de changer. J'ai plein de collègues, par exemple rien que dans mon service, on est hyper diversifié, donc ça c'est très cool, et je pense que c'est important d'avoir des personnes qui sont d'origine étrangère pour mieux parler d'eux-mêmes en fait, pour pas dire n'importe quoi, pas véhiculer des clichés. Je pense que c'est important que les rédactions reflètent la société française. Et justement, toi, est-ce que ça a été naturel de se tourner vers ce métier, ou est-ce que tu t'as douté parfois? Franchement, c'était plutôt c'était pas naturel parce qu'en fait, voilà, quand t'es asiatique et surtout quand t'es enfant d'immigrés, les parents, ils attendent de toi que tu fasses un boulot qui est bien rémunéré, et ils sont en mode survie, donc ils se disent tiens, il faut vraiment faire un truc bien honorable, respectable. Je sais pas, médecin, ingénieur, avocat, c'est un peu cliché. Et je pense que toutes les autres communautés, c'est comme ça. C'est mon fils, tu seras avocat, machin. Mais du coup, ça partait pas, ça allait pas de soi. Et je pense que si j'avais eu des capacités en sciences, ce que je n'ai pas du tout, forcément j'aurais fait médecine, tu vois. Mais je n'avais pas ces capacités, donc je me suis dit il va falloir faire quelque chose de ces qualités littéraires. Et du coup, je me suis dit je vais faire autre chose. Et c'était peut-être, alors je vais pas dire que c'était un choix par défaut parce que ça m'a toujours attiré. Mais si j'avais eu d'autres capacités, j'aurais fait différemment. Ouais. Selon vous, y a-t-il un manque de personnalités publiques asiatiques reconnues en France et qui puissent inspirer les jeunes?
Je pense que pour l'instant, les personnalités asiatiques reconnues sont plutôt rares en fait. C'est vrai. On commence à les voir dans les milieux artistiques, aussi au sein de la politique. Il y a quelques Asiatiques qui émergent. Et je pense parmi les artistes à Frédéric Shaw, Steve Tran, les comédiens. Donc ça fait plaisir de voir que, par exemple, Frédéric Shaw, il a fait un film qui s'appelle Made in China. Là, ça fait plaisir de voir un film diffusé dans les salles en France où il y a un casting presque que asiatique, quoi. Enfin, donc les choses sont en train de changer. Et j'espère qu'il y aura à l'avenir de plus en plus de journalistes d'origine asiatique également. Donc on a certains préjugés de personnes qui disent que les personnes asiatiques aiment bien rester dans leur milieu, en communauté. Est-ce que déjà tu peux dire que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et si oui, que faudrait-il changer pour ça? Déjà, je dirais qu'il y a plusieurs communautés asiatiques, il n'y en a pas une seule, donc ça, il faut bien définir. Il y a des Vietnamiens, des Chinois, des Thaïlandais, des Cambodgiens, de tout. Et je dirais que chacune ne fonctionne pas pareil. Après, c'est vrai que les Asiatiques, je dirais qu'ils se mélangent pas trop, ça c'est pas faux en fait. Selon toi, c'est dû à quoi justement? J'en ai aucune idée vraiment. Je pense que quand t'es immigré, que t'arrives en France, bah, tu es en mode survie, donc tu te serres les coudes, tu essayes de t'entraider pour y arriver au mieux, quoi. Donc je pense que ça va être assez naturel et que c'est pas en fait contre le pays, c'est juste bah, on est pragmatique, on essaie de tout faire pour s'en sortir économiquement. Et aussi, je pense que le fait de rester une communauté unie, ça devrait pas être vu comme quelque chose de négatif, parce que dans ta communauté, tu as des gens qui te comprennent, c'est une safe place, tu as des gens qui partagent tes valeurs, tes traditions. Et du coup, moi, par exemple, quand je me réunis avec un groupe de copines asiatiques, bah, ça fait du bien parce qu'on se comprend automatiquement. Donc moi, je pense que c'est plutôt quelque chose de positif. Après, je pense que c'est plutôt quelque chose des premières ou deuxième générations qui sont arrivées en France. Je dirais que c'est moins vrai pour les nouvelles générations qui parlent couramment français, qui ont fait l'école en France et qui ont des potes de toutes les nationalités. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai eu un groupe de potes asiatiques, mais je fréquente des gens qui sont pas asiatiques, bien sûr. Donc c'est juste une question de temps, une question de temps, d'adaptation et d'intégration. Récemment, tu as fait une vidéo pour dénoncer justement le racisme et toutes sortes d'amalgames qui étaient sur les personnes asiatiques à cause du coronavirus. Pourquoi tu as fait cette vidéo? Est-ce que c'était un besoin ou est-ce que tu l'as senti comme un devoir de le faire? Bah, je dirais un peu des deux. C'est un besoin parce que moi-même, je me sens concernée par le phénomène du racisme anti-asiatique. Je l'ai vécu depuis toute petite. Et j'arrivais pas à me rendre compte que c'était... je me suis rendu compte que c'était du racisme assez sur le tard, en fait. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un devoir de m'exprimer et de m'exprimer contre ce qui se passe en ce moment. Parce que je trouve ça inadmissible, par exemple, que des personnes se fassent insulter ou regarder mal ou éviter quand elles se promènent dans la rue. Tout ça parce qu'elles ont un faciès asiatique. Parce que les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des amalgames entre Chinois et Asiatiques. C'est-à-dire qu'ils font pas la différence entre un pays et un continent. Et surtout, ils ont tellement mis leur rationalité de côté qu'ils se disent pas qu'un Asiatique qui croise peut ne pas être un touriste qui vient de Wuhan. Voilà. Donc moi, j'ai envie de lutter contre ces préjugés. Et si personne n'élève la voix contre ces préjugés, mais qui d'autre va le faire? Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et ce racisme anti-asiatique, eh ben, il est à la sauce coronavirus aujourd'hui, mais il existe toujours, depuis toujours. Moi, je me suis pris plein de réflexions. Genre, on me disait Ching Chong, on m'appelle Bruce Lee ou Jackie Chan, en pensant que c'est une blague, tu vois, ça a l'air d'une blague anodine comme ça, mais quand on te dit ça toutes les semaines depuis que tu grandis, bah, t'as l'impression de ne pas avoir ta place ici. Et ça, c'est pas possible. Et j'ai envie de responsabiliser un petit peu les gens pour qu'ils comprennent que ça, ce sont pas des blagues anodines, ce sont des blagues racistes. C'est pas possible. Et justement, dans certains commentaires par rapport à la vidéo que tu as fait, on a pu lire qu'elle souhaite juste faire du buzz ou se faire connaître. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces personnes? Bah, j'ai envie de dire, qui a envie de faire du buzz sur quelque chose de négatif? Franchement, moi, je préférerais qu'on fasse le buzz sur mes vidéos. J'ai une chaîne qui s'appelle Draw My News, une chaîne YouTube où je fais des vidéos en dessin. Mais moi, je préférerais que tu me poses des questions sur ça. Mmh. Mais voilà, ça me plaît pas particulièrement de faire le buzz.
Mais ce que je trouve important de faire, c'est de porter la voix des Asiatiques. Et je suis pas la seule à le faire. C'est-à-dire que c'est pas un combat personnel, genre moi, Linan Dao, Non, en fait, on est un petit groupe de militants d'origine asiatique. Tu peux en parler, l'association, justement. Voilà, l'association des jeunes Chinois de France, je suis très en contact avec eux. Et eux, ils font tout le nécessaire pour lutter contre le racisme anti-asiatique. Et voilà, on est un petit groupe où on se, entre guillemets, partage les interventions dans les médias. C'est-à-dire que ce soit moi ou que ce soit un autre, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire l'important, c'est qu'il y ait une voix pour porter ce que vivent les Asiatiques et pour critiquer ce qui se passe en ce moment et dire que c'est inadmissible. Peu importe que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, quel message tu pourrais transmettre à un jeune, justement cette jeune génération, ou peut-être même les plus anciens, qui se mettent des freins, qui se mettent des barrières, comme tu as pu le dire, qui ont envie peut-être d'être à la télé ou de faire des choses voilà, comme tout simplement les autres personnes, mais qui se mettent des barrières, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui ? Je dirais que sky is the limit. Le ciel est la limite, non, mais c'est très important de croire en soi parce que forcément, dans votre vie, vous allez croiser des gens qui vont pas croire en vous. Donc c'est important de compter sur soi-même. Bon, si tu as une famille et des amis qui te soutiennent, c'est encore mieux. Mais oui, c'est important de croire en soi, sinon les autres, ils le feront pas à ta place. Et il faut relativiser l'échec. L'échec, il va arriver de toute façon. Hein. On a toujours des ratés. Mais l'échec, faut pas le voir comme une fin. Faut le voir comme une sorte de chemin que tu as pris, qui est pas forcément le bon, mais qui va te faire comprendre certaines choses pour que tu réussisses mieux. Et c'est pas parce que tu viens de banlieue, que tu viens d'un milieu défavorisé, que t'as pas les codes, que tu peux pas réussir. Et je trouve ça très important de rester soi-même, parce que comme ça, les gens ils t'apprécieront pour qui tu es, et tu trouveras à bosser. Bon, après, faut être des fois un peu lisse, hein, je l'avoue. Faut pas tout le temps dire ce qu'on pense ou directement, mais je pense que ouais, c'est important de rester soi-même, parce que comme ça, tu côtoieras des gens qui t'aiment ou qui t'apprécient pour qui tu es et ce que tu fais. Donc j'encourage vraiment les jeunes à pas se censurer, que c'est possible, par exemple, de devenir journaliste en étant issu de l'immigration. Et c'est même un devoir, parce que qui d'autre que nous pour porter notre propre voix. Très bien. Et du coup, si on souhaite te retrouver sur ta chaîne YouTube ou autre part, comment ça se passe ? Voilà, vous pouvez chercher sur YouTube, vous tapez Draw My News, ça veut dire dessine l'actualité. Et donc ça, c'est ma chaîne YouTube où j'ai toutes mes vidéos en dessin. Voilà, j'illustre l'actualité, je parle un peu de tout, de l'environnement, de la politique, du féminisme, de l'écologie. et aussi, vous pouvez vous abonner à la page France Info Vidéo où on a des petites vidéos sympas d'actualité. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Lynn. Merci.